Donc bonsoir tout le monde, bienvenue au MEG dans le cadre du Festival Goemon. Donc on remercie d'abord le MEG pour cet accueil dans le cadre des autres collaborations. On organise plusieurs événements avec eux, notamment vendredi on fait un projet qui s'appelle Common Flow. Donc on a fait travailler un beatmaker qui a travaillé avec les archives sonores du MEG, qui a travaillé sur certains morceaux, qui va les recomposer et qui va les mettre à la fin d'une session de danse libre qu'on va faire dans le foyer ici vendredi. Donc c'est DJ Sébastien Lopez. Donc ça c'est un des projets qu'on fait avec le mec cette année. Sinon le festival Brunmousse, c'est un festival de danse urbaine. On fête les 15 ans cette année. Donc il comprend des spectacles, des stages de danse, des battles, des films, une conférence ce soir. Donc ceux que ça intéresse, il reste encore des places sur certains événements. Je vous invite à voir des sites internet. Et je remercie Anne Nguyen, avec laquelle on collabore. Enfin, on a programmé plusieurs de ses pièces ces dernières années. Elle est intervenue l'an dernier encore pour une conférence. Pour nous, c'est important aussi, avec le festival, de pouvoir avoir des réflexions sur ces danses-là, son évolution, comment elle évolue, et puis toutes les questions qui y a autour. On en a déjà eu quelques-unes auparavant. Donc, merci Anne encore d'être là cette année. Et puis, je te laisse peut-être t'introduire. Merci beaucoup Sébastien pour ton accueil toutes ces années. Et là, bon anniversaire, 15 ans. Merci. Et merci au Meg. Donc, je te remercie aussi d'être mon interlocuteur parce que je préfère avoir un échange plutôt que de vous faire une conférence comme ça, très formelle sans m'arrêter. Comme ça, ça me permet de voir un petit peu aussi ce qui intéresse les gens. Donc, on aura un question-réponse après. Effectivement, avec Sébastien, ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on dansait ensemble à Paris il y a très longtemps. Et puis, tu as créé ton festival. Et puis, on discute souvent sur la danse hip-hop, les danses urbaines. Et on parle beaucoup de leurs intentions et tout. Et donc, je te remercie d'avoir pensé à organiser ces conférences avec moi. Là, en fait, on s'était posé la question de l'évolution de l'intention des danses urbaines, à la fois par rapport à nous, ce qu'on a pu vivre dans les années 90, quand on dansait en soirée, quand on dansait dans les battles. Alors toi, tu fais du popping et du house, moi je fais du break à la base, mais on se rencontrait quand même en soirée, etc. Et on a vécu un peu la même époque de la danse hip-hop, avec des ambiances qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui dans la communauté. Et donc ça c'est un des sujets dont on veut parler. Donc pourquoi, comment ça évolue, etc. Est-ce que c'est nous qui sommes trop vieux, peut-être aussi? Et puis finalement, moi aussi, de mon côté, je développe de plus en plus une analyse sur l'origine des danses urbaines. Après, je vais redéfinir la terminologie. Et en fait, du coup, sur l'évolution de l'intention de la danse depuis un état ancestral jusqu'à un état hyper moderne de métropole, etc., qui est le terreau des danses urbaines de manière générale. Donc, on s'est dit que pour ce soir, notre discussion allait avoir le titre de l'empathie au miroir, danse, communauté et individualité. Vous allez tout comprendre dans pas longtemps. Déjà, je vais juste refaire un petit topo sur la terminologie. Donc, on dit souvent danse hip-hop. Je pense que le festival Groove and Move se dit festival de danse urbaine, en revanche. Oui. Parce que finalement, moi, la manière dont j'utilise la terminologie, c'est les danses urbaines, c'est les danses des grandes métropoles, où en fait, les gens, souvent les jeunes, même très jeunes, se rassemblent et créent des grammaires communes pour pouvoir partager des moments ensemble. Donc ça peut venir de la culture des gangs, comme c'était le cas pour le break, etc., aux États-Unis dans les années 70-80, comme c'est le cas pour pas mal de danses aussi, et pas seulement aux États-Unis ou dans l'Occident qui a adopté les cultures américaines suite à leur propagation par les médias, etc. Mais c'est valable aussi dans tous les pays, et notamment actuellement beaucoup en Afrique, sur le continent africain, où il y a des danses urbaines africaines. Donc les danses urbaines, en fait, c'est vraiment des choses qui évoluent sans arrêt et qui sont des grammaires communes qui servent de communication entre des populations cosmopolites qui ont besoin de faire des choses ensemble. Donc ça peut être la fête, ça peut être de se défier, ça peut être au contraire de se distinguer les uns des autres, de montrer leurs différences, de montrer qu'ils ne viennent pas du même quartier, etc. Et donc, finalement, quand on utilise le terme de danse urbaine, je trouve que c'est très ouvert. Alors que si on dit hip-hop,
pour moi, en tout cas la manière dont je l'utilise, c'est les danses urbaines d'origine afro-américaine, donc qui nous viennent du continent américain, enfin surtout l'Amérique du Nord, mais il y a aussi des danses urbaines en Amérique du Sud, et qui finalement sont une continuité de ce qu'a ramené la diaspora africaine par le biais de l'esclavage, de la ségrégation, etc. Mais pas que. Donc il y a une continuité dans le besoin de danser, le fait qu'il y ait des populations qui n'ont pas perdu la nécessité de danser et qui ont transmis, malgré les difficultés, des contextes pour danser, une envie d'être ensemble, de transmettre dans des communautés, quelles qu'elles soient, qui peuvent être reconstituées, qui peuvent être détruites et reconstituées par la nécessité aussi, et par le fait de devoir rester sur un même territoire ensemble, on recrée communauté. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas à juste un héritage africain. Il y a énormément d'influences multiples, puisqu'on est sur des territoires avec plein de migrations, l'Amérique, plein de migrations, et puis aussi des cultures natives. Et tout ça influence les choses. Donc ces phénomènes de danse urbaine, on les retrouve partout. On les retrouve effectivement, nous, on les a découverts en France, en Occident, on les a découverts par la culture américaine qui a fait une razzia sur la culture populaire, sur les médias après les guerres, dans les années 60. Bon, je n'étais pas née encore, mais presque. Et surtout avec le rap, la culture hip-hop qui est arrivée en France dans les années 80 et qu'on s'est approprié et qu'on a aussi mis à notre image. Donc il y a encore des influences différentes, etc. Donc c'est vraiment des choses cosmopolites et qui sont à l'image des villes, des territoires, des populations qui habitent ces territoires. Et donc ce phénomène, en fait, nous on a découvert par mimétisme à la base, et auquel on s'est identifié parce qu'il y avait quelque chose justement de non académique. Et quand on vient de quartiers, ou pas forcément, mais quand on n'a pas envie ou qu'on ne se sent pas proche de la culture académique, par exemple si on n'a pas accès à des lieux culturels ou si on sent que dans les lieux culturels, on n'est pas... Enfin, ça ne parle pas, ça ne parle pas, on ne s'identifie pas, etc., pour une raison ou pour une autre. Et du coup, la danse hip-hop, dans ce cas-là, peut vraiment être un déclencheur parce qu'on voit des gens qui ont créé quelque chose qui leur ressemble, qui est fait de mélange, qui est fait de différentes trajectoires et qui évolue sans arrêt et qu'on peut se réapproprier, qu'on peut justement encore faire évoluer. Et tout ça, en fait, dans les années 80 en France, ça a énormément pris dans les banlieues, à Paris, un peu dans plein de quartiers populaires, merci beaucoup. Et puis ça a continué et aujourd'hui il y a encore des festivals comme le festival Groove and Move qui mettent en avant ces danses, donc elles existent encore au final. Ouais. Et du coup, comme tu disais, il y a eu plusieurs plateformes en fait, notamment le club. Peut-être si tu peux un peu resituer si peut-être les différentes plateformes où évoluent en fait justement ces danses urbaines actuellement. Bon, à l'époque, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai découvert le hip-hop par le biais du rap. Donc, les radios qui passaient du rap à l'époque où c'était pas forcément mainstream. Donc, c'est des petites radios indépendantes et tout. J'écoutais mes émissions à des heures précises, je faisais mes mixtapes, je les donnais dans la cour du collège pour que d'autres gens écoutent ce que j'écoutais. Et la danse est arrivée un peu plus tard pour moi, à travers les clips. À l'époque, il y avait déjà des VHS qui circulaient. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la VHS, c'est une grosse cassette qu'on met dans un gros appareil et ça fait des images. et on se les passait. Des fois, on ne voulait pas les passer aux autres parce que, justement, il y en avait qui avaient accès à la dernière cassette de Ken Swift et du coup, ils avaient les derniers moves et on ne voulait pas que les autres apprennent les moves tout de suite. Il fallait que ça ait l'air de venir de nous. Bon, c'est marrant. Maintenant, c'est plus du tout pareil. Évidemment, il y avait toute la culture du clubbing. Et c'est pour ça que les grandes villes sont importantes. Moi qui suis de la région parisienne, j'ai vraiment... après, j'ai commencé la danse, vraiment le break à Montréal. Pareil, dans les clubs funk, rap, soul, etc. Et où les danseurs se rassemblaient. Et en fait, en France, pareil, j'ai essayé de retrouver les mêmes endroits. Donc, il y avait des endroits, effectivement, où les gens se rassemblaient. Il y a toujours eu aussi des lieux publics où tout le monde se croisait. Donc, typiquement à Paris, c'est le Forum des Halles, qui depuis a été transformé parce qu'il y a eu des travaux. Mais comme c'est la conjonction de tous les RER,
toutes les banlieues peuvent s'y retrouver. Et donc, c'était là que les groupes se retrouvaient le soir, après la fermeture des magasins. Parfois, il y avait des battles, justement. Et quand il y avait des danseurs qui venaient d'autres villes, par exemple de Lyon, qui a longtemps été le concurrent de Paris, et on n'a pas la même vision non plus du break, en tout cas, moi, je pense surtout du break. Il y avait justement des défis. Il y a les Lyonnais qui sont là pour un spectacle ou je sais pas quoi. Donc, ce soir à Châtelet, Lyon contre Paris. Et puis, bon, c'est toujours Paris qui gagne, bien sûr. Parce qu'on a plus de... Voilà, moi je suis parisienne, mais il y a toujours eu plus de concerts, plus d'artistes qui venaient d'ailleurs, donc on avait vraiment une connaissance aussi de la musique, on a rencontré énormément de gens par les échanges internationaux, les festivals, les concerts, etc. Et donc à Paris, il y a vraiment quelque chose de très ancré dans la culture, dans la musique, etc. Et ce qu'on reprochait aux Lyonnais, c'était de l'être un peu moins que nous à l'époque. Depuis, tout le monde a accès aux mêmes choses. Donc on n'est plus dans les mêmes médias. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'expliquer, hein, mais on a l'excès de choix et c'est très difficile de faire le tri. Déjà dans sa vie, mais déjà juste quand on veut chercher des informations sur une danse. Moi qui travaille aujourd'hui avec des danseurs plus jeunes en tant qu'interprète dans mes spectacles, parfois quand je leur demande alors vous connaissez le popping, qu'est-ce que vous regardez en popping, ils regardent les gars ou les filles qui gagnent des battles en ce moment, mais ils ne regardent pas forcément les OGs, les premiers danseurs, ils ne connaissent pas forcément les vidéos des Electric Boogaloos. Ceux qui font du locking, il y en a qui n'ont pas forcément, ou en tout cas pas forcément les spécialistes, mais tout le monde n'a pas forcément regardé les vidéos des pionniers, etc. Alors que c'est vraiment dans ces vidéos, je trouve qu'on ressent l'essence du personnage, avec le lien à la musique aussi. Donc parfois, c'est des musiques qu'on n'écoute plus trop. Par exemple, en locking, c'est vraiment de la funk et de la soul. Et parfois, les gens qui dansent aujourd'hui ne connaissent pas bien ce répertoire musical. Donc du coup, même au niveau de leur groove, ça va être compliqué de vraiment avoir l'air de quelqu'un qui dansait à l'époque. Et c'est pas forcément le but, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment l'embarras du choix. Et on est attiré par ce qui marche aujourd'hui et ce qui est médiatisé, hein, tout simplement, ce qui est populaire, donc à travers les likes, etc. Et c'est vrai qu'on a tellement pas le temps qu'on s'attache au moment présent et que c'est pas forcément une démarche habituelle d'aller fouiller, d'aller regarder. Alors, ok, lui il danse bien, mais qui sont ses profs? Quelles sont ses influences? Et donc ses propres influences. Quelles sont ses influences? Et qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique? Et du coup, on remonte dans le temps. Et moi, en tout cas, c'est la démarche que j'ai faite, et surtout avec la musique. Parce que quand j'écoutais du rap, au début, je ne comprenais pas les paroles. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais choquée de comprendre ce que disait Snoop Doggy Dogg. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux pas rester dans cette posture. Donc j'ai commencé à essayer d'écrire toutes les paroles. À l'époque, il n'y avait pas Genius, etc., pour avoir les transcriptions. Et donc, c'est comme ça aussi que je me suis mise à vraiment parler anglais beaucoup plus. Et je regardais aussi les producteurs, je regardais de quel artiste avait été samplé, par exemple par le Wu-Tang, ça permet de découvrir plein de musiques de soul, et par DJ Premier. Enfin, en fait, il y a plein d'accès qui vous permettent de comprendre, en fait, qu'est-ce qui vous a touché dans quelque chose d'actuel. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, dans la manière dont on communique, il n'y a pas forcément ces références. Et comme on est dans la culture de l'instant et de la récompense et d'être unique, etc., les gens qui communiquent ne font pas forcément référence à leurs propres influences, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est un peu dommage et qui pourrait vraiment apporter quelque chose pour la transmission de la culture et la compréhension aussi qu'on s'inscrit dans un mouvement, dans quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, qui date de nos ancêtres communs, qui fait partie du patrimoine de l'humanité, et en fait que aussi il n'y a pas d'élite vers laquelle il faut se tourner pour avoir les bonnes informations. Moi, je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'aller vers ce qu'on aime, de ce qu'on trouve beau, et après de comprendre qu'est-ce qu'on trouve beau, et justement peut-être de parler à la personne et d'essayer de comprendre de quoi vraiment, par quoi on a été touché, les éléments, etc. Et donc à partir de ça, on va remonter à des choses. Moi personnellement, le rap, j'étais vraiment à fond, je connaissais tous les noms, tous les trucs. Et vers la fin des années 90, j'ai un peu décroché, déjà parce que ça a changé un peu de tendance, c'est devenu plus bling-bling et moins agressif comme j'aimais bien.
Bref, même s'il y a toujours eu ça. Moi, j'aimais bien le rap conscient, le rap politique et le gangsta rap, un certain gangsta rap, Ice Cube par exemple. Mais voilà, il y a des artistes comme KRS-One ou Ice Cube qui ont été beaucoup moins sur le devant de la scène à partir d'une certaine époque, où on mettait en valeur plutôt les pimps comme Jay-Z, voilà, avec des musiques un peu jingle et tout, et du coup on allait plus pour moi vers la pop et vers l'apologie de la société de consommation. C'était des choses qui m'intéressaient pas, c'était pas pour ça que j'étais rentrée dans le milieu, et du coup à cette époque-là, bah, j'ai vraiment décroché du rap et je me suis intéressée de plus en plus au sample, à la soul, à travers ça, bah, à toute l'histoire de la musique. Et vraiment, après, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout. Si on cherche à avoir une connaissance encyclopédique, on s'y perd aussi. Donc, encore une fois, je suis allée vers ce qui m'a plu. Et vraiment, j'ai essayé de vraiment, par exemple, comprendre le personnage de Scott Heron. Donc vraiment à la fois son propos, sa manière d'appréhender la musique, sa manière de mélanger la musique avec des musiques plus traditionnelles et plus ancestrales, on va dire. Voilà, J. Scott Heron, Nina Simone, par exemple. Hein, en tout cas, au niveau général, c'est deux personnages, moi, qui m'ont beaucoup influencé parce qu'il y avait vraiment tout dedans. Il y avait vraiment une recherche musicale très profonde, un parti pris politique très, très présent et que je retrouvais dans le rap que j'aimais. Et donc, à partir d'eux aussi, j'ai compris d'autres choses. Et notamment, ils disent des choses tous les deux sur les racines, leurs racines africaines. Et voilà. Après, moi, dans mon parcours personnel en tant que danseuse et chorégraphe aujourd'hui surtout, bah, je me suis tournée de plus en plus vers des danseurs finalement qui avaient un lien avec leurs racines. Parce qu'effectivement, quand les danseurs qui viennent à des auditions, donc je fais plus trop d'auditions, mais quand j'en faisais, sont eux-mêmes un peu stéréotypés parce qu'ils ont tous un peu les mêmes informations, ils écoutent un peu les mêmes musiques, etc. Moi, par rapport à ma sensibilité, parfois je suis pas sensible à ce que dégagent des danseurs qui représentent un état d'esprit, une mode. Et donc, souvent, je suis attirée par des gens qui sont autodidactes, qui ont un parcours vraiment plus personnel. Souvent, du coup, quand je regarde, c'est des gens qui ont soit un lien familial avec la danse, ou par exemple, ils ont toujours dansé avec leur famille, ou alors avec une communauté en particulier. Ça peut être une communauté issue d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord. Et en tout cas, il y a un lien avec quelque chose qui fait qu'ils ont vraiment quelque chose à eux en plus. Et donc après, quand je cherche à comprendre, bah, j'arrive à voir que finalement, ça me parle. Après, ça peut être des influences totalement autres. Hein. C'est pas forcément vers le traditionnel, mais voilà, moi j'aime les gens qui ont vraiment une recherche personnelle, quelque chose d'autodidacte. Et au fur et à mesure, avec des voyages aussi, parce que moi j'ai pas mal travaillé en RDC et au Bénin, avec des danseurs urbains, avec des danseurs traditionnels, bah, je me suis vraiment intéressée aux danses traditionnelles. Alors c'est surtout au Bénin que j'ai pu les rencontrer, parce qu'à Kinshasa, c'est plutôt les danses urbaines, en tout cas dans la communauté que j'ai fréquentée. Mais en tout cas, vraiment j'ai compris le lien entre les intentions des danses traditionnelles et les intentions de la danse en général, et en quoi les gens qui me touchent souvent ont un rapport à ces intentions. Soit par le fait qu'ils aient un lien eux-mêmes avec les danses traditionnelles, soit tout simplement par une vision personnelle, une espèce de recherche d'intention en eux, quoi. Donc je fais pas mal le lien entre les danses traditionnelles et les danses urbaines. Ouais. Merci. Ah. Après, si ça te va, si peut-être on ouvre aussi déjà à des questions. S'il y a un micro qui circule, on peut. Ouais. Ah. Il va bien marquer s'il y a des questions, que la personne prenne bien le micro, comme ça enregistré au niveau du fond. Et après, à un moment, je peux vous expliquer pourquoi j'ai utilisé le titre que j'ai voulu utiliser pour la conférence. Si vous voulez. N'hésitez pas, ouais. Comme ça, ce sera peut-être plus dynamique directement. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez que je continue? Franchement, c'est free. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, merci Sébastien, merci Obeg ici et bravo pour ce que vous faites. Donc, Ryan, B-Boy Messo, je suis danseur, je suis un temps commun de coucher qui est mon aîné et je pratique le break depuis plusieurs années. Je suis aussi dans la transmission. Pour compléter un petit peu ton propos, Ali, je t'ai suivi notamment sur les podcasts de Sweep où je parle un petit peu de ton parcours
à Montréal et tout ce que tu fais en termes d'action culturelle en milieu scolaire. Vous avez effleuré donc déjà une partie des contextes dans lesquels on danse. Aujourd'hui, vous avez parlé des clubs, vous avez parlé des espaces de pratique libre, des cours. Qu'en est-il du milieu scolaire et du travail de transmission qu'on peut faire avec des filles jeunes? Merci beaucoup pour ta question, Nesso. Franchement, c'est hyper important et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se jouent à cet endroit. Mais il faut des gens qui s'approprient cet endroit-là. Et en fait, comme on est dans une culture aussi, alors c'est ce qui est visible, hein. Dans ce qui est visible, on est dans un truc d'influenceurs, de danseurs de battle avec des prix, etc. Et tout ce qui est travail justement de transmission et de territoire, ou travail avec des jeunes, scolaires, etc., c'est pas très valorisé. Et les gens ont l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui peut les épanouir, ou en tout cas, ils vont pas. Enfin, si on regarde les réseaux sociaux, les role models, les gens vers lesquels on regarde, c'est pas souvent des gens qui sont comme ça. Alors que pourtant, c'est pour ça qu'on est là. C'est grâce à des gens comme ça qu'on est là, nous. Après, il y a un problème d'incentive, je sais que c'est un anglicisme, monétaire. Parce que finalement, c'est très difficile d'aller travailler pour des gens qui ne peuvent pas vous payer autant que dans une école privée à 4 000 € l'année. Ce qui est le cas des écoles de danse hip-hop privées, en général, en tout cas en France. Ce qui est quand même, du coup, qui sélectionne un certain type de profil, parce que les gens, ils viennent, ils investissent de l'argent pour apprendre de la danse, et du coup, pour eux, ils investissent dans une formation, ils veulent après travailler avec ça, etc. Et eux-mêmes, ils attendent un certain revenu et tout ça. Donc c'est là que, moi je viens de France, ici on est en Suisse, mais en tout cas en France, c'est là que le service public est super important. Et moi qui donc suis chorégraphe, donc ça fait 20 ans que j'ai ma compagnie, et effectivement on fait pas mal on appelle ça les actions culturelles de travail autour des spectacles. Donc ça peut être, par exemple, on arrive avant un spectacle, on va donner ça peut être juste un atelier, ça peut être quelques ateliers, donc pour des publics particuliers ou un grand public ou parents-enfants. Il y a plein de choses possibles. Parfois on fait des ateliers beaucoup plus longs, on peut faire par exemple 20 heures avec une classe qui va aboutir à une restitution qu'on va pouvoir peut-être présenter en première partie d'un spectacle. Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez couramment aussi. On fait pas mal de choses, et ça, c'est grâce à l'argent public. Donc malheureusement, aujourd'hui, le service public pour la culture est fortement remis en question, et c'est des endroits où moi je trouve que c'est vraiment vital. C'est comme l'éducation et la culture, c'est la même chose. C'est de la prévention, quoi. C'est vraiment là que tout se joue. Les gens... en fait, on crée des parcours, on crée des envies, on pose des valeurs, on pose des modèles. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre énormément de moyens. Donc grâce au service public, en tout cas en France, ça c'est quand même encore assez valorisé. Souvent c'est grâce au théâtre que les initiatives sont prises, sont gérées. Et du coup les artistes après, eux, répondent à un cahier des charges et vont faire le travail sur le terrain, mais ils n'ont pas forcément à organiser les choses. Et je connais pas mal de danseurs de notre âge d'ailleurs, qui ont très envie, qui par exemple sont plus interprètes sur scène parce que voilà, ils ont la quarantaine, etc. Et qui ont très envie de se recycler dans ça, mais il y a pas, c'est très difficile de créer son propre business sur ça, parce que les écoles, etc. n'ont pas d'argent pour payer des profs, sauf s'ils demandent des subventions, et les subventions sont très rares. Et puis on ne va pas faire payer des enfants, je ne sais pas combien. Donc c'est assez compliqué. Moi, je trouve que c'est des choses, en tout cas, qui se réfléchissent avec des partenaires, qui sont très, très importantes et personnellement auxquelles je désire donner beaucoup d'attention. Et donc, s'il y a des idées, s'il y a des suggestions, c'est une discussion qu'on peut avoir. Et vraiment, ouais, tout se joue là. Moi, j'ai quelques amis qui ont continué à faire ce type de travail dans des quartiers populaires en région parisienne. Mais souvent, c'est sous l'égide du social et du sport. Donc, c'est par exemple des éducateurs, et ils ont des subventions sociales, et ils vont faire de la danse et d'autres trucs, mais ça ne va pas être par le ministère de la Culture forcément. Alors, parfois, ça fonctionne aussi, mais c'est un peu particulier, quoi. C'est comme ça, hein. De toute façon, les institutions, il faut bien qu'elles mettent les choses dans des cases, mais quelque part, il y a quelque chose qui signale que quand c'est pour des quartiers populaires, des personnes qui n'ont pas accès à la culture, on va faire appel à du social. Et donc, faut savoir parfois rentrer aussi par cette porte-là
Et voilà, je pense qu'il faut rentrer par plein de portes. Moi, une des choses pour lesquelles j'avais milité en France il y a quelques années, parce qu'il y a eu pas mal de débats dans lesquels j'avais été plus ou moins consultée sur un DNSP, un diplôme d'enseignement supérieur en danse hip-hop, d'ailleurs, qui va se faire cette année. Bon, ils ne m'ont pas consulté sur les, sur les dernières années. À l'époque, j'avais fait une pétition contre et j'avais dit, si vous voulez vraiment mettre des moyens pour l'enseignement de la danse hip-hop et pour que ça porte ses fruits, il faut le mettre dans le milieu scolaire. Et vraiment, mettons des heures de danse en primaire, au collège et tout ça. Et on se rend bien compte que, moi j'en ai fait beaucoup et je vois aussi ce que les danseurs de la compagnie font. On se rend bien compte que quand la danse, on commence jeune et qu'on n'arrête pas, il n'y a pas de complexe après, il n'y a pas besoin de dire « oh là là, c'est pas pour moi, je danse pas assez bien pour me lâcher ». En fait, c'est des choses qui sont innées, qui sont nécessaires. C'est comme, pour moi, comme chanter, bah, tout le monde a envie de chanter, hein. Enfin, un enfant a envie de chanter, si les gens chantent, il va chanter avec eux. La danse, c'est pareil. Et si on lui dit non, mais... ou si on lui dit de pas danser parce qu'il faut qu'il soit d'abord musclé avant de danser, ou qu'il soit souple avant de danser, ou qu'il ait fait 3 ans de danse avant de danser. Ou alors, si dans son entourage, tout le monde a peur de la danse, ou se dit « oh là là, la danse c'est que pour les filles », ou la danse c'est de la séduction, ou alors la danse, il faut être bourré pour danser, et quand je danse, je dois être ridicule pour montrer que je me prends pas au sérieux, parce que si je montre que je me prends au sérieux et qu'on voit que je danse pas très bien, on va se moquer de moi. Voilà, mais c'est vrai que vous n'avez pas rigolé parce que vous savez très bien que c'est vrai ce que je dis. Mais parce que la plupart des gens, ils pensent comme ça. Et souvent, quand je pose la question à des publics après les spectacles ou à des jeunes, justement, qui dansent, très peu osent lever la main. Et les seuls qui vont lever la main, c'est ceux qui prennent des cours. Et c'est pas parce qu'on prend des cours qu'on est danseur, et parce qu'on prend pas de cours qu'on n'est pas danseur. Et c'est ça qui est un peu... voilà. Bon, après, c'est des questions de vocabulaire aussi. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'on voit dans les danses traditionnelles, par exemple, et dans les danses urbaines à la base, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être le meilleur pour danser. C'est populaire, c'est social, et donc il y a vraiment une atmosphère, et puis qu'on soit une dame âgée, qu'on soit en surpoids, etc., qu'on soit un enfant de 4 ans, tout le monde se fait plaisir, tout le monde danse ensemble, et il n'y a pas de jugement. Et justement, le jugement, il est arrivé aussi avec les battles, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait que notre milieu ait mis en avant les battles vraiment avant tout, comme une manière de hiérarchiser les danseurs, etc., ça donne aussi une impression qu'il faut être expert avant d'oser se montrer, etc. Et ça, pour moi, j'ai rien contre les battles en général. Mon problème, c'est de donner une image que la danse, c'est un truc d'expert, et que le public, il est assis et qu'il danse pas, et que il doit vraiment être en admiration devant le danseur. Alors que ça se trouve, il danse aussi bien, il fait peut-être pas les mêmes figures. Mais moi, les battles dans lesquels j'allais, dans lesquels on se croisait à l'époque, il y avait toujours des cyphers, des cercles où les gens dansaient. Il y avait des salles à côté où il y avait juste un DJ, et on n'était pas obligé d'aller voir le battle principal si on avait juste envie d'être là. Et parce que le battle attirait, comme un festival justement international, attirait des gens de plusieurs pays. Et que, ah bah super, ma copine d'Espagne, je ne l'ai pas vue depuis je ne sais pas combien de temps, elle est là, on s'en fiche, on ne va pas voir le battle, on va dans la salle en bas et on va danser. Et je vais au battle pour la voir, ou pour voir mes potes de tous les pays, mais je ne vais pas au battle pour m'asseoir et savoir, applaudir quand je suis content, etc. Et donc, les battles, en soi, c'est bien parce que ça crée aussi de l'émulation, ça crée de la circulation entre les pays et tout. Mais le fait de réduire la danse au battle et les danseurs aux danseurs qui ont un palmarès, pour moi, c'est problématique. Et justement, je pense que si on peut vraiment rendre aussi hommage à ceux qui ont transmis et qui font que de la transmission, et on peut transmettre et pas avoir gagné 15 000 médailles, mais à partir du moment où on a une sensibilité et où les gens ils aiment danser avec nous et qu'on est bienveillant et qu'on ne dit pas n'importe quoi, qu'on ne se fait pas passer pour ce qu'on n'est pas, c'est super. Et il y a aussi un problème de légitimité, on en a parlé un petit peu. Mais le discours sur la légitimité, qui est légitime, qui n'est pas légitime, qui est hip-hop, qui n'est pas hip-hop, en fait, c'est un discours qui masque tous les vrais débats sur qu'est-ce qu'on fait et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre milieu il continue à être vivant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que les gens ils se sentent bien dedans, qu'ils ne soient pas tout le temps en compétition, qu'ils n'aient pas l'impression d'être
amis quand il y a de la lumière et ennemis quand ils sont dans le noir. Et qui ne se sentent pas obligés d'appuyer tout le temps sur like sur Instagram. Mais voilà, il y a en fait énormément de choses comme ce que tu viens d'évoquer qui sont hyper importantes parce qu'au final, on se rend compte que, enfin moi en tout cas en France, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent aux danses hip-hop parce qu'on n'a pas su transmettre ou parce que ça s'est transmis dans un cadre de loisirs. Et donc du coup, le cadre des loisirs, c'est-à-dire les cours de danse, les écoles de danse, et ça ne s'est pas transmis forcément dans un cadre populaire, donc les quartiers, les MJC. Donc les MJC, c'est les maisons de quartier où les jeunes se rassemblent. En plus, en France, ça fait des années qu'on les fait disparaître les unes après les autres et qu'on fait baisser les salaires des gens. Donc évidemment, il y a moins d'activités intéressantes. Mais tous ces cadres-là, ne serait-ce que les cours de récré et tout. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui ont commencé dans leur cours de collège le hip-hop. Et maintenant, dans les cours... Bon, après, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, c'est pas du hip-hop. Quand on va dans les cours de collège, ils sont sur TikTok et ils font des danses afro. Donc les danses afro, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les danses urbaines d'origine africaine. Le mot un peu populaire, un peu comment dire mainstream, c'est afro, même si les danseurs de ce milieu ils n'aiment pas être définis comme ça, mais tout comme on pourrait dire hip-hop pour les danses urbaines d'origine afro-américaine. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que nous, on n'a pas su transmettre notre propre héritage, Après, est-ce qu'on avait vraiment un héritage à transmettre? C'est aussi ça la question. Parce que si on ne sait rien transmettre d'autre que notre propre image et nos propres mouvements, est-ce que ça suffit pour créer une émulation et créer vraiment quelque chose de large autour de nous? Parce qu'on va avoir quelques personnes qui veulent nous ressembler, mais ça va s'arrêter là quand on transmet uniquement quelque chose de très perso, ma technique, mon truc, mes mouvements, et t'es mon élève. Et je t'adoue. Mais on n'a pas su transmettre forcément aussi les DJ ont une grosse responsabilité. Les DJ qui n'ont pas forcément transmis des choses, qui ont pas forcément donné accès aussi à des noms, des répertoires, et des DJ qui ont uniquement aussi viré dans le commercial, entre guillemets, même si le commercial, c'est pas forcément gênant, mais qui n'ont pas forcément donné accès, comme j'ai pu l'avoir à travers des radios, à des sources beaucoup plus anciennes. Donc en gros, comme on n'a pas su transmettre, aujourd'hui, il y a un discours de gens de notre génération ou plus âgés qui vont dire « Ah oui, mais maintenant, le hip-hop, c'est fini, les jeunes, ils comprennent rien. » Mais on est en train de s'incriminer nous-mêmes. On est en train de dire qu'on n'a pas fait notre travail. Donc là, Sébastien, lui, il a fait son travail depuis 15 ans, Festival Groove & Moon. Mais franchement, voilà, quelque part, c'est un discours qui est élitiste de dire ça. Après, c'est aussi quelque chose de naturel que quand une culture devient mainstream, etc., l'institution s'y intéresse, elle devient gentrifiée, elle rentre dans une économie de marché, etc. Donc c'est normal aussi qu'elle change aussi de milieu, etc. Mais ça n'empêche qu'on peut aussi continuer à la faire vivre à un certain niveau de terrain, donc les soirées, les quartiers, les familles, les gens avec qui on a envie de danser, nous, est-ce qu'on danse avec eux ou est-ce qu'on danse que quand on est avec des super danseurs en soirée? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Moi, par exemple, je vais dans les classes de mes enfants qui sont en primaire et je donne des cours gratuitement une fois de temps en temps. Et du coup, mes filles, elles ont des enfants avec qui danser. Voilà. J'aurais créé leur groupe. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on a l'impression qu'il faut faire les choses déjà dans les cadres existants et tout. Et alors qu'on peut recréer nos propres microcosmes où on s'amuse et du coup ça va créer des émulations. On n'est pas obligé de voir à long terme. Si nous-mêmes on fait des choses qui nous font plaisir et que les gens avec qui on est, ça leur fait plaisir, peut-être qu'eux-mêmes ils vont aussi créer des choses encore qui vont nous dépasser. Et en fait c'est ça la transmission. Donc nous, on n'a pas su transmettre, mais la nécessité des danses urbaines, du fait que danser, c'est quelque chose de vital, existe quand même. Et ce qui est beau, c'est que justement, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, dans les cours de récré et tout, les gens ils font des danses urbaines africaines, la plupart, hein, en région parisienne en tout cas, parce que c'est ce qui passe à la télé, le coupé-décalé, la mapiano et tout, parce que c'est sur TikTok. Donc du coup, c'est ça auquel les gens vont être sensibles. Alors par contre, c'est pas forcément dans l'institution, c'est pas forcément dans les spectacles, etc. Mais c'est ça qui fait bouger les jeunes. Et nous, quand on donne des ateliers, par exemple, même autour de spectacles hip-hop, des fois, on arrive, on va dire, est-ce que vous voulez faire du break? Et on dira, mais non, j'ai pas envie de faire du break, moi je fais ça. Ils vont faire de la mapiano, du coupé-décalé. Et si on va dans leur truc, ou même dans leur musique, on a beaucoup plus de facilité à créer des ponts.
On peut même leur apprendre des nouveaux mouvements, mais en utilisant leur musique. Après, voilà, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce qu'à la fois, il faut transmettre aussi notre patrimoine, mais à la fois, il ne faut pas non plus rester dans notre communauté d'élite en disant « nous, on connaît les vraies musiques et tout, et vous, ce que vous écoutez, c'est nul, c'est commercial, c'est trop récent ». Non, il faut aussi se questionner sur pourquoi nous, à un moment, on n'est plus populaire comme on a pu l'être à un moment. Voilà. Du coup, tu es très intéressée par les danses traditionnelles. Et je voulais savoir, est-ce que tu as grandi avec des danses traditionnelles autour de toi? Ah ben, dis donc, c'est personnel comme question, hein. Alors moi, justement, mon père est vietnamien, mais il a été déraciné. Et même si ma grand-mère, de temps en temps, faisait des danses traditionnelles, malheureusement, je suis désolée, papa, mais à la maison, ça se moquait. Et moi, j'étais très mal à l'aise avec ça. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que, enfin, je savais pas trop en fait quoi faire du traditionnel. Je sentais que j'étais vraiment dans une famille qui avait décidé de s'assimiler et qui voulait pas forcément, à part la nourriture, la nourriture vietnamienne est la meilleure du monde, qui voulait pas forcément avoir à faire avec tout ce qui leur rappelait un passé aussi traumatique, hein. Donc ça se comprend aussi. Et par contre, dans mon parcours personnel, j'ai été souvent attirée par des personnes qui n'avaient pas perdu leurs racines dans les amis de l'école, etc. Parce que je me suis toujours intéressée aux cultures des autres. Donc j'ai connu quelques bribes de culture, de musique antillaise, par exemple, ou africaine, par le biais des gens avec qui j'étais en classe, quoi. Et voilà, en tout cas, c'est resté un peu comme ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça me touchait parce que par le parcours que j'ai raconté à travers le rap et mon voyage vers le passé, notamment le discothérone et Nina Simone, on entend des percussions africaines dedans, on ne peut pas s'y tromper, quoi. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi, vraiment, je suis fan des deux, j'écoute vraiment très, très souvent ces deux artistes. Et en fait, quand je décompose, et quand par exemple je fais composer une musique pour un spectacle, et je dis, voilà, j'aime bien cette musique de Nina Simone, qu'est-ce que t'aimes dedans? Bah, les percus là, bah oui, mais c'est des percus traditionnels. Bah en fait, t'aimes bien les percus traditionnels. Oui. Et donc après, voilà, finalement, c'est quoi? Et après, on s'intéresse. Alors, je connais vraiment pas grand-chose, parce que l'univers des danses traditionnelles, en fait, c'est très fractal. J'ai fait une conférence récemment avec Marc-Wilfried Quadio, alias Willy Kazama, avec qui je viens de faire un solo qui s'appelle Superstra. On parle de les langages qui influencent, les langues qui influencent une langue d'adoption. Donc là, clairement, on fait référence au lien qu'il y a entre les danses traditionnelles africaines et les danses urbaines africaines et afro-américaines, donc le hip-hop, etc., dans un solo. Et on a fait une conférence sur le sujet, et il a expliqué, donc ça, parce que moi, j'ai pas la source, il a expliqué qu'en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, il y a peut-être 80 ethnies, et que chaque ethnie a, par exemple, 5 danses ou 3 danses. Donc tout ça, c'est hyper complexe, et même les gens qui sont dans une ethnie, qui connaissent les danses de leur ethnie, connaissent par exemple les danses des ethnies avoisinantes, parce qu'ils ont des familles, ou voilà, selon les choses, les cérémonies, les rencontres auxquelles ils participent, ils vont connaître des choses qui leur sont utiles, en fait, hein, mais ils vont jamais connaître personne. Enfin, je pense, même Marc Wilfried, qui connaît énormément de danses ivoiriennes, ne connaît pas les 50 x 3 ou x 5 danses traditionnelles ivoiriennes. Par contre, il va connaître des danses camerounaises, des danses guinéennes, etc., parce qu'il a rencontré des gens de ces pays-là. Enfin, tout est question de parcours et avec qui tu danses, avec qui tu as besoin de communiquer. Est-ce que, je sais pas, ta tante, elle s'est mariée à un Guinéen, et du coup, enfin, voilà. Et donc, en tout cas, moi, ce que je retiens des danses traditionnelles, c'est qu'elles sont conservatrices, contrairement aux danses urbaines qui sont cosmopolites, qui évoluent sans arrêt, qui sont en fait le fruit de la modernité et de l'appropriation culturelle, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous touche, en fait, on vit par l'instinct. Donc, on va amener son influence, ou on va amener les choses qui nous ont fabriquées par rapport aux rencontres ou aux mentors qu'on a pu avoir. Et à partir de là, quand on rencontre des gens, on va être attiré encore une fois par ce qui nous touche, et on va, soit consciemment, soit inconsciemment, hein, parfois c'est très inconscient, on va se mettre à faire un mouvement qu'on a vu quelqu'un faire, même si on ne se rappelle pas qu'on l'a vu. Moi, je le sais parce que moi-même, ça m'arrive, et je me dis, tiens, en fait, ah bah oui, je commence à bouger mes mains comme telle personne. C'est drôle, en fait. On se rend compte que en fait, c'est par l'empathie. Voilà, d'où le lien aussi avec le titre de la conférence. Mais
Dans les danses traditionnelles, il y a vraiment ce côté empathique, mimétisme, et ce côté aussi qui est fait pour construire une identité cohérente à la fois géographiquement et dans le temps. Donc je vais expliquer un peu ce que je viens de dire. Et ça, c'est très différent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est conservateur. C'est très différent des danses urbaines où on est entouré de nouveaux, on est entouré de modernité, d'influence aussi des mécanismes, par exemple les tapis roulants, les robots et tout, qui vont aussi influencer notre manière de bouger. Dans les danses traditionnelles, le but, c'est de montrer qu'on peut danser avec telle communauté. C'est de vraiment appartenir aussi, de faire partie d'un moment de fête ou de pouvoir participer à un rituel, un moment sacré, par exemple une danse pour le passage en âge d'un enfant, une danse pour célébrer le retour de la chasse, des choses comme ça. C'est des choses où, voilà, c'est une pratique qu'il faut respecter. Donc, on se doit quand même de pas sortir, de pas commencer à tourner sur la tête, par exemple. On peut, hein, mais je dis ça juste pour moi, quoi. Faut pas que je tourne sur la tête pendant un mariage. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en tout cas, le but, c'est de montrer, je fais telle danse, j'appartiens à tel village, telle ethnie, etc. Et je pense, après ça c'est mon interprétation personnelle, que le but c'est aussi de montrer, si par exemple il y a des gens d'un autre village qui viennent, eh ben, que s'ils veulent faire partie de la communauté, qu'il y ait un travail d'appropriation avant qu'ils puissent se dire, voilà, maintenant je vis dans ce village et je fais partie de ce village parce que j'ai compris la culture, je la respecte assez pour danser avec les gens. Donc il y a vraiment ce côté aussi qui sert à créer des repères de qui on est et à quoi on s'identifie, à quoi on accepte avec qui on accepte de passer des étapes, de vivre des choses. Donc on peut en connaître plusieurs. Il y a des choses qui peuvent aussi se ressembler. Et donc il y a ce côté conservateur et il y a l'intention qui est très très présente dans les danses traditionnelles qu'on retrouve peut-être différemment dans les danses urbaines mais qu'on va retrouver. Enfin, selon moi, on les retrouve. Donc par exemple, encore une fois, je vais citer aussi ce qu'a dit Marc Wilfried dans la conférence parce que moi j'ai surtout vu les danses traditionnelles au Bénin. J'ai pas pu comparer avec d'autres pays. Et d'ailleurs au Bénin dans la région des collines, hein, donc c'est pas non plus tout le Bénin, mais par exemple, les danses des agriculteurs, elles vont être très proches du sol. Il y a vraiment un aspect où on frappe le sol, où on a envie que les choses nous reviennent. Il y a quelque chose où on veut faire germer les choses. Il y a un rapport au fait de labourer, ou au fait de semer, ou de s'approprier un territoire, etc. Par exemple, d'autres danses qui vont être en rapport avec l'eau, ça sera des choses beaucoup plus fluides. Il y a des danses qui ont rapport avec l'air, le vent, la pluie, où on va être plus aérien, on va être dans des mouvements avec beaucoup plus avec les mains, etc., qu'on va retrouver d'ailleurs plus peut-être quand on va vers l'Afrique du Nord, avec les peuples qui sont peut-être plus nomades, etc. Et puis par exemple, il y a des choses aussi qui sont en lien avec... alors là, je parlais des éléments, mais il peut y avoir des liens avec d'autres choses. Par exemple, les danses guerrières, on va retrouver souvent des choses similaires, avec des postures où on gonfle le torse, où il y a un rapport avec le regard, encore une fois, ou des animaux qui font penser à des intentions de territoire et tout, comme le taureau, par exemple. Enfin, voilà. Et il y a dans la panthère aussi, par exemple. Voilà, je vous renvoie à la conférence que j'ai faite avec Marc Wilfried. Donc les intentions, elles peuvent être vraiment liées à quelque chose de sacré presque, ou à une activité, etc. Et on les retrouve, en fait, il peut y avoir des peuples agriculteurs de différents pays, par exemple en Afrique, qui vont, sans forcément s'être rencontrés, etc., finalement faire des danses qui se rapprochent. Par exemple, toutes les danses du sol, elles font penser à des danses pour la terre, etc. Et donc tout ça, évidemment, on retrouve moins l'intention dans les danses urbaines. Pour moi, l'intention des danses urbaines, on n'est plus dans quelque chose de précis, de conservateur, où, par exemple, je danse dans l'intention de montrer, de faire pousser des plantes, etc. Là, on est dans l'intention d'être ensemble avec les autres. Souvent, il y a un petit côté aussi sapeur, un petit côté
ou gangster, hein, parce que souvent ça naît aussi dans les groupes de très jeunes, donc les petits un peu qui font leur petit groupe et qui se défient entre groupes. Donc il y a un petit côté un peu coq, on va dire, où je danse aussi en regardant bien les autres dans les yeux et je me redresse. Donc par exemple dans les danses urbaines africaines, encore une fois je m'appuie sur ce qu'a dit Mark Wilfried. Par exemple, si on a des danses vers le sol pour la terre, on peut retrouver les mêmes mouvements dans des danses urbaines africaines mais où on redresse le torse. Parce que finalement, l'influence, elle reste, mais là, il faut regarder les autres. Donc du coup, ça transforme le mouvement et donc on va arriver vers d'autres gestuels. Et aussi, bien sûr, la musique, les rythmes sont différents. Donc ça va aussi influencer la manière de bouger. On ne peut pas passer d'un mouvement à l'autre aussi rapide. Enfin, de la même manière, si on danse sur une musique rapide ou sur une musique lente, si on danse sur des percussions, sur un rythme traditionnel qui est toujours le même, et si on danse sur une musique différente, bah, du coup, on va trouver d'autres chemins, ça va créer d'autres choses. Et c'est un peu ça, les danses urbaines, ça évolue tout le temps en fonction de la musique aussi. C'est vraiment le hip-hop freestyle, c'est la danse urbaine qui est tout le temps sur la musique du moment. Et donc, si par exemple on écoute de la drill et que c'est plus lent et que les rythmes ils sont un peu morcelés, c'est très différent que d'écouter du boom bap des années 80-90 où on est vraiment dans des accents à certains moments de la musique. Et si on va faire des mouvements des années 80 où on mettait les accents à tel endroit sur de la drill, eh ben ça va donner autre chose, alors qu'en fait, finalement, le corps, il a peut-être les mêmes imaginaires ou les mêmes racines. Donc dans les danses urbaines, on retrouve la notion d'intention, mais elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus axée vers l'autre. Ce qu'on retrouve aussi dans les danses traditionnelles, c'est pour ça que je disais de l'empathie au miroir. Donc l'empathie, on la retrouve quand même dans les danses urbaines pour moi, par exemple dans le club, dans les lieux de rencontre, même dans les battles. Après, ça va être un truc vraiment de one-on-one. Je te regarde et j'essaie de vraiment savoir ce qu'il y a au fond de toi et quels sont tes points faibles. Et je vais essayer de t'avoir sur tes points faibles en battle ou pas. Hein. Je vais essayer de te faire aller, d'être en émulation et de te faire dépasser tes limites. Ça dépend aussi de l'intention du battle. Mais il y a quand même cette empathie qui peut se jouer à deux, qui peut se jouer à plusieurs. Comme on retrouve dans les danses traditionnelles guerrières aussi, où il peut y avoir un truc de défi aussi. Enfin, c'est des choses finalement qui sont universelles, tout ça. Donc on retrouve les intentions, on peut retrouver le sens de la fête, et selon les danses, ça peut être des intentions différentes. Je sais qu'en house dance, que Seb pratique, c'est très différent qu'en break, où on est effectivement souvent plus dans le battle, où on est souvent à danser tout seul, parce que le break, ça prend de la place, on met des grands coups de pied, donc les gens ne vont pas trop se rapprocher, alors qu'en house, on peut se tourner autour, on peut même se passer sous les jambes, c'est des choses qui sont conviviales aussi, puisqu'on est dans un espèce d'état de transe aussi collective. Donc, on retrouve des intentions. Et donc, voilà, pour boucler un peu, pour moi, le fait que, même si aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément su transmettre tout ou pas à assez de personnes plus jeunes, en tout cas, et de plein de milieux, nos intentions à travers la danse hip-hop, et que du coup, ça s'est un petit peu essoufflé, on verra, hein, peut-être que, grâce à vous... il va y avoir une 10e génération et tout ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans les quartiers populaires, chez les jeunes, dans les cours de récré, on voit quand même de la danse. Là, aujourd'hui, moi, en France, je vois à travers les danses urbaines africaines. Mais on voit qu'il y a, en fait, c'est quelque chose qui réémerge sans arrêt. Donc, on le voit dans les populations déracinées. Donc, on le voit chez les Afro-Américains et toutes les populations qui réinventent sans arrêt des danses dans les grandes métropoles, que ce soit chez les Afro-Américains depuis... toute leur histoire, que ce soit dans les grandes métropoles africaines, parce que là aussi c'est des gens déracinés, c'est l'exode rural en Afrique. C'est des ethnies qui se retrouvent dans des grandes métropoles et qui du coup n'ont pas les mêmes cultures, un peu comme c'était le cas pour les esclaves sur les plantations, etc. Et donc du coup qui réinventent des manières de bouger, qui mettent en commun des vocabulaires. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui dans les cours de récré, c'est que c'est peut-être TikTok, c'est peut-être des influences grâce aux personnes qui sont issues de la migration récente, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en commun et il y a des gens qui ont envie de danser ensemble. Et quand on demande à des jeunes de faire un TikTok avec les derniers pas et tout, ils le font, ils ont envie. Donc il y a quand même cette intention d'empathie, d'être ensemble, de se rassembler, de créer une identité, encore une fois. Alors pas forcément conservatrice, elle va être très... c'est toujours la mode, etc. Mais en tout cas, d'évoluer ensemble dans une même identité. Et ça, je trouve que c'est très positif. Ça montre qu'il y a des choses universelles dans la danse qui sont importantes, qui sont profondes. Et je trouve que c'est très positif sur aussi le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter sur la danse, mais s'il y a des discours sur la légitimité, sur la gentrification du hip-hop, etc. En fait,
il faut regarder ce qu'il y a autour, il faut se détendre et il faut vraiment ouvrir les yeux aussi sur ce qui se passe. Voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Inès, je suis étudiante, je suis acheveuse du conservatoire ici. Et j'ai notamment fait des recherches sur la danse comme outil à l'échelle internationale et vous me demandez justement, je parlais de la danse comme élément de prévention, d'éducation, et dans des titres de la danse comme restauration, comme outil pour reconstruire la confiance en soi, une chance en les autres, une chance entre l'autre communauté ou d'autres nations. Bon, voilà, c'était ma première question. Et comme je suis vraiment... C'est déjà une belle question. C'est déjà une très belle question. Est-ce que on peut prendre la deuxième après? Oui, bien sûr. Ok. Alors, merci pour ta question. Je te soutiens dans ta démarche, c'est génial. Effectivement, selon le moment où on intervient, selon l'âge où on intervient, là où en sont les gens, ça peut être un outil de développement ou de reconstruction, comme tu dis très bien. Et c'est pas à nous de décider ce qu'on va apporter aux autres. De toute façon, on apporte des choses, je pense, de la même manière. Ce qui est bien avec la danse. Et c'est pour ça que j'ai dit de l'empathie au miroir dans le titre. Enlevons les miroirs. La danse, ça permet de regarder l'autre dans les yeux. Pas de dos, et pas non plus via un miroir comme ça. Oh, le prof, il est dans le miroir, je le vois en inversé. Moi, je me vois à côté. Ah, à côté, je suis pas... Et du coup, il y a des distances, il y a des degrés de mise à distance et où finalement on regarde qu'un modèle, qu'un archétype ou même un stéréotype. Et souvent on va s'attacher aux vêtements, etc. Donc si on enlève le miroir, la danse, je pense qu'elle peut apporter énormément de choses. Après, un miroir, ça peut être pratique pour faire certains trucs, notamment quand on est chorégraphe et qu'on veut travailler des trucs précis et tout. Moi, personnellement, j'ai vraiment du mal avec. Et quand j'ai commencé à danser, j'aimais pas trop le miroir. Et au contraire, tout ce qui était soirée et tout, vraiment, c'est là que j'ai compris que je pouvais danser sans me prendre la tête, en fait. Et je pense que dans notre approche de pédagogue, ou même pas forcément de pédagogue, mais pour mettre les gens ensemble avec la danse, ça doit passer par le regard. Donc déjà, de regarder les gens de manière bienveillante, nous-mêmes, puisqu'on est censé leur montrer que quand on danse, on peut avoir du coup, ça nous libère aussi. Ça nous permet de ne pas avoir peur de notre propre image. Et après, les faire se regarder entre eux, et puis ou de ne pas se regarder, mais en fait, faire abstraction de l'image, de sa propre image, et du coup se réapproprier aussi sa propre image. Parce que finalement aussi, j'ai parlé de culture traditionnelle et de la manière dont les choses étaient pratiquées, mais il y a quelque chose qui est valable, que ce soit n'importe où dans le monde, culture traditionnelle ou pas, c'est que ça fait pas longtemps qu'on a des miroirs. Alors je parle même pas du miroir qui se filme du téléphone, mais juste des miroirs. En fait, ça fait pas très très longtemps qu'on arrive à polir des surfaces en métal pour vraiment voir tous les défauts. Ah, j'ai un bouton là, bon. Et on passe des heures à regarder et tout, et où on se dit, ah non, mais moi, je suis pas comme un tel. Alors qu'avant ça, on se regardait comme Narcisse dans l'eau, etc., etc. Mais surtout, notre propre image, elle nous était renvoyée par le regard de l'autre. Et donc, c'était pas notre apparence qui nous donnait un crédit social, entre guillemets, qui nous disait, on me sourit parce que je suis beau, parce que je suis bien habillé, parce que j'ai l'air riche, parce que j'ai des baskets à 200 €. Peut-être, mais c'était vraiment, tu me souris parce que je te souris, parce que voilà, il y a une bienveillance et tu me la renvoies. Et donc du coup, en fait, de se renvoyer notre image par ce qu'on fait, par notre expression, par notre intention, par notre corps, par la manière dont on bouge, dont on peut avoir une posture aussi bienveillante, ouverte, etc. Ça, c'est aussi les choses qu'on peut faire à travers la danse. Et c'est des choses qu'on ne se permet pas de faire, quoi. Parce que regardez là, vous êtes tous dans la même direction, il n'y a pas de miroir, mais quand même, on est très peu dans des conditions où déjà on se regarde, où on est en cercle, on partage des choses, on se donne la main, où je regarde quelqu'un calmement, c'est-à-dire je te regarde danser et je rigole pas. Parce que pourquoi je rigolerais d'abord, après, si je rigole, c'est parce que c'est moi-même qui ai des trucs à régler, en fait, en général, non mais c'est vrai. Mais juste que quelqu'un danse face à toi et tu regardes avec bienveillance, sans juger, sans faire de commentaires et sans
sans forcément justement rigoler. Le rire, ça peut être un jugement aussi. Dépasser tous ces jugements et en fait, du coup, danser pour danser, et dans une relation où c'est la danse qui va nous permettre de communiquer des émotions, des intentions et de recréer du lien. Et en fait, ça, je pense qu'il y a pas, c'est très difficile de l'exprimer parce que c'est tellement simple, mais c'est des choses vraiment qui sont nécessaires et qu'on retrouve, je pense, en club, etc. Et c'est pour ça que c'est des choses aussi très importantes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que tu veux poser la deuxième partie de la question? Oui, ça a totalement passé mon tour. Et justement, j'ai une deuxième question parce que je suis également identité-féministe. Et je me demandais, dans un monde où le corps des femmes est constamment scruté, objectifié, contrôlé, quelle est la place des femmes aussi dans le milieu du corps et surtout, et comment est-ce qu'on peut mobiliser cette danse pour en faire une petite libération? Alors, le truc, c'est de quoi les femmes doivent se libérer? Est-ce que les femmes doivent se libérer de certains complexes? Par exemple, moi, j'avoue que moi, je suis un peu garçon manqué et je joue au foot avec les garçons dans la cour. Je me battais aussi, surtout avec des garçons. Et du coup, j'avais peur de danser parce que j'avais une poitrine et tout. Donc, je voulais pas que les garçons ils regardent mon corps, donc je dansais pas. Et c'est que quand j'ai compris, je laissais mes copines danser, moi je restais assise. Et c'est que quand j'ai compris en fait ce qu'était vraiment la danse que j'ai réussi à vraiment me libérer. Et moi, c'est passé à travers la performance, et c'est pour ça que je suis allée vers le break, parce que j'ai toujours fait des arts martiaux, de la gym et tout, donc les équilibres, les sauts, les saltos et tout, ça c'était pas un problème. Mais par contre, être debout et regarder quelqu'un dans les yeux et me dire peut-être que la personne elle regarde mon corps, c'était pas possible. Quand j'étais ado en tout cas. J'ai eu vachement de mal. Maintenant, franchement, j'ai dépassé largement tout ça. Mais moi, personnellement, c'est passé par la performance et me dire, mon corps, en fait, je le fais bouger pour l'amener vers quelque chose d'acrobatique. J'essaie de ressembler à un ninja, j'essaie de ressembler à une toupie, j'essaie pas de ressembler à Rihanna. Bon, elle n'existait pas à l'époque. Voilà, peut-être, mais elle était très jeune. Mais il y a ça, en fait. Et donc, du coup, moi, personnellement, après, à partir de là, et à partir du moment où je me suis réconciliée avec le regard des autres, après, je ne me posais plus les mêmes questions, évidemment, parce qu'on sait bien que les gens, ils regardent certaines choses et on n'a plus besoin de se poser des questions quand on ne sait pas ce qu'on dégage. Donc, encore une fois, ça passe par le regard de l'autre et par le fait de l'expérience du regard de l'autre. C'est-à-dire, c'est à force de confronter le regard de l'autre qu'on commence à comprendre aussi qu'est-ce que ça nous renvoie et à quoi ça nous renvoie en nous-mêmes. Mais alors, je pense qu'aujourd'hui, le challenge de la femme moderne, c'est aussi de se libérer de ce qu'elle pense que la société attend d'une femme. Et en l'occurrence, je pense que pour moi, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est du tout ce que tu penses ou ce que pensent les gens de ton milieu, etc. Mais je pense que parfois, il y a une confusion entre libération féminine et la femme en tant que libération sexuelle, qui ose montrer sa peau, qui ose montrer sa poitrine, qui ose faire des choses sexy, etc. Pour moi, c'est pas forcément synonyme. Ça peut être un choix, mais la femme, ce n'est pas forcément être sexy, ne pas avoir peur de montrer voilà, ce qu'on sait très bien que les garçons aiment regarder. Il n'y a pas la biche, quoi. Donc, on sait à quoi servent les talons. Voilà. Bon, moi, j'en ai jamais mis une fois, mais je me suis cassé la gueule. Et c'était pas où. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un jugement dans ce que je suis en train de dire, mais je vois pas ça comme un jugement. En fait, selon là où on en est dans notre parcours, on peut avoir besoin aussi d'aller vers telle ou telle chose parce que justement, on nous a empêchés, parce qu'on a senti que notre environnement nous empêchait de faire certaines choses. Donc, la libération, ça peut être aussi s'habiller sexy parce que justement, nos pères, nos frères ne voulaient pas ça. Donc, ça peut être aussi ça. Mais je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur de quoi on veut se libérer. Parce que finalement, je vais réduire encore le schéma. Mais si je veux me libérer, si je veux me dire, OK, je veux pouvoir faire du break en legging et en body, avec la poitrine un peu décolletée et tout, sans qu'on me juge parce que voilà, j'ai pas envie d'être habillée en garçon, parce que finalement je suis une fille et j'ai envie de danser et de montrer mon corps, j'en ai pas honte, etc. Mais finalement, de quoi on se libère?
Et à partir de quel référentiel on juge? On juge à partir du regard des garçons. Donc, si on se regarde sans arrêt par rapport à ce que les garçons veulent ou ne veulent pas, ou ce qu'ils attendent, et que du coup on ne veut pas faire ce qu'ils attendent, ou parce qu'ils attendent ça, on veut faire le contraire, mais finalement on se voit à travers le regard du sexe opposé, même si c'est tout à fait comme ça que fonctionnent les sexes. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment une libération personnelle? Est-ce que justement on n'est pas dans une réaction qui va nous mettre encore dans un schéma de rebondissement entre les deux États? Et est-ce que vraiment, finalement, nous, qu'est-ce qu'on a à dire, qui on est au-delà de cette dichotomie, en tout cas masculin-féminin, entre guillemets, avec tous les clichés que ça peut impliquer. Et justement, personnellement, aussi en tant que femme dans ce milieu, j'ai souvent eu la question de journalistes dire oui, alors du coup, la place de la femme et tout ça, parce qu'en tant que femme. Mais le truc, c'est que moi, j'ai tellement de trucs à dire, j'ai pas envie de parler de ça. Souvent, j'ai envie de parler de ce que je ressens, de ce que j'ai découvert. Et quand, par exemple, j'ai eu une interview avec quelqu'un super fructueuse et qu'après, on me dit « Et la place de la femme ?» Je me dis « Oh, mais en fait, pourquoi parce que je suis une femme, je devrais parler de ça ?» Je pense que je peux me définir autrement que juste par ma vision de ce que doit être une femme, parce que je suis une femme et... bon, je comprends la question et tu vois, ça me dérange pas d'y répondre, mais en tout cas, le problème, c'est quand on nous définit que par ça, encore une fois. Et si ce qu'on connaît de Anne, c'est juste qu'elle pense des femmes dans le hip-hop, moi, ça m'embête parce que j'estime que Anne, c'est plus que ça. Et donc, ça peut vite nous mettre aussi, nous restreindre, en fait. Et c'est cette restriction qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer aussi. Tu vois? Parce qu'avant tout, on est des individus aux identités multiples, changeantes sans arrêt, par rapport à nos influences, à nos racines, à nos rencontres, à nos parcours, à nos émotions, et de réagir par rapport à des faits de société, ça nous empêche aussi de nous développer à plus long terme, je trouve. Voilà. Disait-il que Je voulais juste dire que toujours est-il que quand même dans le milieu, mais de la danse en général, les noms masculins, et même dans des auditions, la place de l'homme est quand même, on va dire, prépondérante. C'est-à-dire, lorsque les femmes vont passer une audition, c'est aussi le nombre, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et la plupart du temps, les hommes, ils sont quand même pas des terrains. Moi, je suis pas du tout, je mets les copes. J'adore. Oui, je suis pas des pratiquants, mais sans le rendre. C'est quand même quelque chose qui est difficile quand on voit que dans les auditions, on voit la queue des jeunes filles qui vont passer les auditions, Ouais. les hommes. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc ça, c'est valable dans la danse contemporaine et la danse classique, par exemple. Et en fait, mais dans la danse hip-hop, c'est pas tout à fait pareil. Mais en fait, je pense qu'il y a une explication plus large à ça. C'est que dans la pratique amateur, il y a quasiment que des filles. Dans les conservatoires, dans les cours de danse, c'est vraiment majoritairement filles. Parce qu'il y a cette image que la danse, c'est pour les filles. Et les garçons, souvent, ils ont peur. Même s'ils aiment bouger et tout, ils se disent, je vais pas faire de la danse classique, on va dire que je suis... voilà. Ou alors, j'ai pas envie d'être qu'avec des filles. Donc, il y a vraiment un truc aussi de stéréotype où on a mis la danse dans cette espèce de matrice que c'est féminin, etc. Alors que, par exemple, dans les danses traditionnelles, pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment des deux sexes qui dansent ensemble, ou alors parfois c'est des danses qui sont allouées à un sexe par rapport à une cérémonie particulière entre femmes, entre hommes, etc. Bon, bref. Mais c'est quelque chose qui a évolué avec la société aussi, et je pense que c'est problématique. Et ce qui est bien avec le hip-hop, c'est que justement, ça attire quand même plus de garçons dans la pratique amateur. Et après, de toute façon, quand on passe au côté professionnel, effectivement, comme souvent il y a soit un souci de parité ou que les garçons, voilà, des chorégraphes peuvent vouloir rechercher des garçons. Effectivement, au niveau des statistiques, il y a un plus grand nombre de garçons qui vont être pris que de filles par rapport au nombre de garçons ou de filles qui sont dans la pratique amateur ou qui sont dans la formation. Mais c'est du fait qu'en formation, il y a plus de filles aussi. Par contre, en autodidacte, souvent, il y a plus de garçons. En tout cas, en hip-hop, en break, etc. Je voulais juste terminer, rebondir. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de la performance et par rapport à l'empathie. Il est vrai que justement, dans le corps se
moi, je vois quand je vois des spectacles, bon, beaucoup des hommes sont présents sur scène. Et effectivement, la performance, cette recherche de performance, mais dans le wow, elle est liée aussi au physique de plus en plus. Et je trouve que c'est aussi de la consommation du corps. Dans quelque chose, pour revenir à quelque chose d'un peu capitaliste. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a une consommation de corps, de performance qui est toujours high level, et quoi, qui est presque dérangeant. Mais moi, je suis plus prise par l'émotion dans ce cinéma-là, le tout honnêtement de ce qui se passe sur la scène. Bah, je te rejoins. Justement, pour développer sur ce que tu viens de dire, à partir du moment où où tout le monde se ressemble, parce que tout le monde a appris les mêmes choses, tout le monde a eu accès aux mêmes informations, tout le monde regarde les mêmes vidéos, tout le monde a les mêmes cours, les mêmes profs, ou est dans une pratique académisée. Du coup, la différence, elle se joue où, comme tu as dit? Elle se joue au niveau du corps. Et donc, ça va être la personne qui a les muscles les plus souples, qui a la meilleure détente, qui va sauter plus haut, ou qui va avoir une carrure, etc., etc. Donc, effectivement, quand tout le monde se ressemble, les gens vont être jugés sur leur capacité génétique. Et donc, on va vers la performance. Et c'est vrai que pour certaines choses, les garçons sont meilleurs que les filles. Pour d'autres, les filles, par exemple les contorsionnistes chinoises, je défie n'importe quel garçon de faire ce qu'elles font. Enfin, il y en a, mais je pense qu'il y en a moins. Donc voilà, ça dépend quel type de performance on recherche. Mais ça va avec le fait de ne pas avoir une identité. Et à partir du moment où on arrive à développer sa propre identité, on aura de toute façon plus de chances aussi d'être repéré, pas forcément par les chorégraphes ou les personnes qui mettent en scène qui veulent de la perf, mais tant pis, à la limite. Si c'est pour un truc de perf, bah, voilà. Mais quand il y a des gens plus sensibles qui recherchent des personnalités particulières, eh ben là, la personne qui aura pris le temps de vraiment développer quelque chose d'individuel, elle va sortir du lot, que ce soit un garçon ou une fille. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se leurrer et que finalement, il vaut mieux être soi-même, de toute façon. Parce que sinon, quand on joue le jeu de la performance, même si ça fonctionne un peu parce qu'on est génétiquement supérieur, bah quand on vieillit, on ne l'est plus. Donc c'est de courte durée. Alors que quand on est unique, on reste unique. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce partage, c'est l'idée intéressant. Moi, j'aimerais revenir à une question concernant les danseurs africaines urbaines et ce que tu peux voir de ton expérience, simplement ton avis sur la façon dont c'est hacké par, si on peut appeler ça, la communauté hip-hop et dans les danses hip-hop. C'est une bonne question. Alors, je t'avoue que moi, je fréquente beaucoup moins la communauté hip-hop qu'à l'époque, mais je vais raconter une expérience personnelle. Il y a 1 an et demi, j'étais présidente du jury au Jeux de la francophonie à Kinshasa. Donc, il y avait des équipes de plein de pays différents, surtout d'Afrique, d'autres pays francophones. Il y avait juste la France. Non, il y avait la France. Bref, bon, moi, j'étais jury dans la création, mais il y avait aussi des battles. Et donc, je connais bien Kinshasa, je connaissais l'équipe congolaise, entre autres, je connaissais pas mal de danseurs d'équipes africaines, et j'ai suivi un peu ce qui s'est passé pour les battles. Et il y avait marqué, c'était censé être battle hip-hop. Sauf que le speaker a clairement dit dès les épreuves éliminatoires, on ne veut pas de ndombolo, on ne veut pas de coupé-décalé, on veut du break. Sauf que, en finale, c'était crump contre break. Donc pourquoi le crump est accepté dans la compétition et pas le coupé-décalé ou le ndombolo alors qu'on était au Congo? Moi, voilà, je suis montée au créneau, tout le monde le sait là-bas. Donc j'ai dit, de toute façon, il faut appeler ça danse urbaine, ça sera beaucoup plus clair. Et puis en plus, bah là, on est avec des gens qui font des danses justement urbaines qui viennent de partout. Et pourquoi ne pas prendre cette opportunité pour valoriser ça plutôt que d'essayer de dire à tout le monde, on s'en fiche de vos danses de votre pays là, faites du break. Et si vous ne faites pas du break, c'est que vous n'êtes pas assez occidentalisé, parce que moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Donc voilà, déjà, il y a ça. Bon, bah voilà. Et je pense qu'il y a une terminologie, il y a quelque chose aussi à redéfinir dans notre communauté. Par exemple, quand on parle de battle all style. Après, il y a plein de battles all style qui s'appellent all style. Mais all style de quoi? De all style hip-hop. Ah, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je viens de dire. Voilà, je suis désolée.
Et pardonnez-moi. Et ou alors all style, tu fais tout urbain, donc all style hip-hop, urbain de n'importe quel pays et tout. Ou alors all style carrément contemporain. Enfin, en fait, je pense c'est important de définir les termes, ou en tout cas, si on est ouvert à tout, de l'être vraiment. Et après, comment juger les gens en comparaison? En tout cas, entre une danse académique et une danse urbaine, je trouve que c'est hyper difficile de juger. Après, ou alors, il faut donner des critères particuliers. Donc là, je te parle des battles. Déjà, je pense qu'il y a déjà quelque chose à éclaircir. Je pense que par rapport au milieu des danses urbaines africaines, donc danse afro, c'est important aussi que les gens de la communauté créent aussi leurs propres événements et explicitent les règles, peut-être incluent des gens du hip-hop, parce que c'est bien que ça aille dans les deux sens aussi, enfin ça dépend où vous en êtes et tout, mais, et puis transmettre de l'histoire, transmettre des films, transmettre des références, etc. Ne faites pas l'erreur qu'on a faite. Mais voilà, après, tu vois, j'en sais pas beaucoup plus, mais je pense qu'il y a un truc à travailler du côté des danseurs hip-hop. Et après, c'est aussi lié au fait qu'on est dans un milieu compétitif où tout le monde est en concurrence pour gagner les battles, être invité comme jury. Donc parfois, il y a une peur d'être détrôné par des nouvelles danses, des nouvelles stars, etc. Donc il y a aussi cette envie de mettre les choses dans des boîtes qui est aussi légitime. Et c'est aussi, moi, je trouve ça aussi important d'avoir des battles de discipline. Parce que moi, perso, j'ai fait plein de battles de break. Je préfère faire des battles. Enfin, j'ai fait d'autres battles, mais j'aime bien être en battle de break contre des gens de ma discipline. J'ai pas forcément envie d'être dans des battles avec des gens de n'importe quelle discipline sans arrêt parce que ça me fait pas travailler la même chose. Donc, j'aime bien aussi les choses de spécialité. Et même en danse afro, pareil. Enfin, en danse urbaine africaine, je pense que ça peut être intéressant aussi de différencier les différentes danses urbaines africaines et de pas toujours dire c'est de la danse afro. Mais c'est quoi? C'est de la mapiano, c'est voilà, des choses comme ça. Donc, à réfléchir. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai une deuxième question et dernière. Je ne sais pas trop comment informer, mais je vais essayer de faire simple. Moi, j'étais un peu de hip-hop et j'ai arrêté pour de partir sur mes études, etc. Et ce qui m'a ramené à la danse, du coup, c'est les danses africaines urbaines vues récemment. Et maintenant, je mets un peu la question du coup, c'est les dynamiques que je vois, en fait, qui se ressemblent aussi un petit peu dans cet effet de mode, d'hyper mondial, etc. Et en fait, je retrouve un peu les mêmes obstacles sur la légitimité, sur les milieux, les communautés d'origine, etc. Et justement, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu disais dans les danses traditionnelles. Il y a juste des rituels à passer et après, on peut tout à fait, en fait, appartenir à un village, un milieu, à partir du moment où on apprend à répéter. Comment est-ce que tu penses qu'on peut passer ce cap en fait de la légitimité de dire parce que t'es noir, tu dois pas faire le classique, parce que t'es mexicain, tu peux pas faire la Provence. Voilà. Ouais, c'est une question super importante. C'est vrai qu'on la pose pas assez. Mais comme j'ai dit à un moment, je crois, le débat de la légitimité, il masque les vrais débats. Et puis d'abord, légitime par rapport à qui, en fait? Parce que la personne qui dit que tout doit passer par lui, il est un problème de toute façon. Voilà. Il y a personne qui doit s'attribuer cette espèce de pouvoir, en fait, c'est destructeur. Donc, effectivement, en fait, je pense que aussi le problème du débat sur la légitimité, on en a souvent parlé, Seb, c'est que il faudrait surtout pas faire croire qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de danser, ou qu'ils dansent mal, ou qu'ils se sont trompés toute leur vie, et que, oh là là, tu dois tout recommencer à zéro. La danse, c'est hyper important, justement, que ça soit quelque chose de libre, quelque chose qu'on peut faire de différentes manières, en fait. On peut très bien être un mauvais danseur et adorer danser, il n'y a pas de problème. On peut très bien ne rien comprendre à ce qu'on fait et dégager un truc super, et c'est super aussi. On peut connaître tous les noms et connaître toutes les musiques et tout, et danser hyper mal. J'en connais plein. Et en fait, chacun, voilà, on est tous faits différemment. Il y a des gens qui apprennent comme ça les rassure de tout connaître, etc. Et puis c'est la manière dont ils communiquent avec les autres et tout, et dont ils se créent aussi une entité, un business et tout. Mais en fait, toutes les manières d'être sont valables. Le seul moment où ça va plus, c'est quand tu dis aux autres que ce qu'ils font, c'est mal, en fait. Il n'y a pas de mauvaise manière de danser. Après, on peut s'apporter les uns aux autres. Et donc, je pense que là où c'est important, c'est d'écouter les gens qui connaissent d'où viennent certaines danses, parce qu'ils ont des influences traditionnelles ou parce qu'ils viennent
d'un pays depuis moins longtemps, donc ils peuvent apporter quelque chose. Je pense que c'est très important, comme moi j'ai pu faire le voyage entre le rap et puis les Nina Simone ou quoi que ce soit, et puis des musiques traditionnelles. Je pense que c'est important de reconnaître que ces gens-là, ils sont importants en fait. Il est important de reconnaître l'apport qu'ils peuvent avoir pour tout le monde et de pas forcément de les rechercher, mais en tout cas de respecter ce qu'ils peuvent apporter, de ne pas les empêcher de transmettre parce qu'on les trouve trop conservateurs ou parce que ça ne nous arrange pas pour notre business, etc. Je pense que c'est important de rendre hommage, tout comme c'est important de respecter ses aînés, si eux-mêmes se respectent. Hein. Mais il y a quelque chose à apprendre des gens qui connaissent des choses qui leur ont été transmises et qui sont dépositaires aussi de certaines valeurs, de certaines traditions. Donc ça, c'est important. Et je pense que trop parler aussi, c'est pas forcément productif, même si je sais que ça fait des vues sur les réseaux, surtout quand ça se fight et tout. C'est genre en mode... comment ça s'appelle déjà Enfin voilà, c'est des faux combats, quoi. J'ai oublié le nom. Ouais. Catch, des combats de catch, quoi. Donc chacun son perso et tout, et puis on fait semblant s'embrouiller, mais après, dans les vestiaires, on mange des chips ensemble. Mais les débats comme ça, trop parler, on sait très bien à quoi ça sert. C'est pas la première fois que c'est utilisé, c'est pour créer des persos, pour se faire monter, etc. C'est les tonneaux vides qui font le plus de bruit, on dit aussi, je sais plus dans quelle tradition. Donc ne pas écouter que les tonneaux vides. Et je pense que là où il faut se rencontrer, c'est pas forcément au niveau de la parole, parce que c'est ça qui est beau dans la danse aussi, on n'a pas parlé, on l'a dit implicitement, mais c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. Justement, donc là où vraiment on peut vraiment créer une vraie communauté, lier une communauté, c'est en étant ensemble, en créant des moments de partage, d'écoute de la musique, n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aussi des moments comme un festival où il y a des moments off, où les artistes ils peuvent partager, des artistes qui ont fait différents spectacles vont se retrouver à la même soirée et tout. Puis du coup, même s'ils étaient soi-disant en conflit sur les réseaux sociaux, là ils vont danser ensemble, puis ils vont devenir peut-être amis, ils vont peut-être faire une créa ensemble l'année suivante. C'est important de créer, de faire ensemble. C'est en faisant ensemble qu'on apprend à se connaître. C'est pas en parlant. C'est pas en parlant, ni en buvant des coups. Il y a des gens qui disent mais moi, on se connaît, on boit des coups depuis hyper longtemps dans les soirées et tout, mais il m'a trahi. Bah oui, mais boire des coups, c'est trop facile. Faire un vrai truc ensemble, c'est plus difficile. Bon, je sais pas, excuse-moi, j'ai un peu dévié, mais est-ce que ça répond à ta question ? Parfait, merci. Passer encore une de questions. Du coup, j'ai dit qu'il fallait pas parler, mais vous voulez plus parler. Mais moi, j'ai trop parlé. Mais voilà, je suis pas légitime. Donc, on peut tout oublier. Merci beaucoup. Bon. Sur ces... Ouais, vas-y. Ouais, j'ai encore beaucoup de questions. Trop bien. C'est aussi de la formuler au mieux. Comme EPA, qui est, je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à déjà les collègues du tuer quand vraiment quoi il faut ça quoi parce que tu perds parce que j'ai l'intuition qu'après de mouvement partager avec les personnes la notion d'empathie, de convivience notamment. Même Carl Rogers parle beaucoup en tant que psychologue humaniste, il dit que pour accompagner des personnes vers une voie de rétablissement, il y a 3 conditions. Il y a l'empathie, la confiance et puis une intention bienveillante. Oui. Je crois que ça, c'est ce que vous essayez de partager. Oui, c'est vrai que moi je dis empathie, mais je sous-entends la confiance et la bienveillance dedans. Parce que l'empathie, c'est un mécanisme effectivement qui permet de savoir ce que l'autre pense. Et ça peut être utilisé contre l'autre aussi. Donc quand je dis empathie, je sous-entends bienveillance et confiance. Dans la danse en tout cas. C'est ce que je disais tout à l'heure, que je te regarde mais je me moque pas de toi. C'est pas parce que moi je connais plus de trucs sur la danse et que je sais, quand je te vois, parce que tu es débutant, je vois que tu es bloqué de là, que je vais te le dire, ah, tu bouges pas tes épaules, ah, tu es comme ça, ah, on voit que tu as un problème avec ton père. Bon, franchement, là, ça n'a pas aidé. On mieux se taire. Pardon, excuse-moi. Non, aucun souci. Et du coup, ça me vient l'intention bienveillante que Kader aussi tu mets. Et je pense que là, c'est vraiment là où peut-être qu'il y a un moment à penser, à réfléchir par rapport à
à des communautés plus largement, et puis peut-être des réconciliations à certains niveaux. Ça, je prends un exemple. J'ai regardé un documentaire récemment de Mathieu Léus qui a étudié des danses traditionnelles chez les Algériens, donc lors de la période de colonisation et d'oppression liée à la France. En fait, il étudiait comment les familles utilisaient la danse qui met dans des états de transe en fait, pour se galvaniser et résister à l'oppression. Et finalement, tout notre débat, qu'il soit autour du mouvement, autour des danses hip-hop, des danses classiques, pour moi, la question que j'ai envie de nous poser, quelque part, c'est plus la fonction ou les fonctions de la danse au sens large aujourd'hui. D'autant plus dans le monde, l'ère du numérique, on a passé Covid, il y a eu plein d'éléments oppressifs qui sont des réduire des personnes et les cloîtrer en fait chez eux. Quelle est la puissance de la danse finalement dans tous ces aspects? Super, merci de recentrer le débat aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas généralisé sur les intentions de la danse. Bon, après, je pense que par rapport à ce que j'ai dit sur les danses traditionnelles, on peut retrouver ça aussi dans différents contextes ou dans différentes danses. Juste, je vais faire un parallèle avec ce que tu viens de dire sur les danses de trance qui permettent de galvaniser une population oppressée. Vraiment, c'est ça aussi qui a été un vecteur chez les populations africaines esclaves aux États-Unis, et notamment dans les églises. Parce que, en fait, on m'a dit qu'en Afrique, c'était pareil aussi pendant la colonisation. Comme les colons ne voulaient pas que les peuples, les populations, alors je généralise là, j'ai tout mélangé, j'ai mis le monde entier, mais en gros, les colons ne voulaient pas laisser les populations colonisées pratiquer leurs rituels, etc., parce qu'il fallait bien sûr qu'ils deviennent civilisés. Donc, dans les églises où c'était pas surveillé, même si c'était pour s'évangéliser, justement, les danses traditionnelles étaient pratiquées. Et c'est aussi là qu'il y a eu un refuge, un peu pour finalement réussir à pratiquer ces danses qui étaient interdites dans l'espace public, dans un espace quelque part communautaire. Même s'il était quand même déjà chargé. Donc c'est important de voir, par exemple, James Brown, il a commencé dans les églises aussi, à chanter dans les églises. Donc tout ça, c'est aussi des trajectoires où est-ce qu'on arrive à se réfugier pour continuer à vivre nos intentions. Donc il y a de multiples intentions avec la danse. Je pense qu'elles sont vraiment dépendantes à la fois effectivement des périodes, des territoires, des populations. Donc dans une communauté ethnique, que ce soit ancestrale ou que ce soit dans une communauté ethnique qui a besoin de se souder, de rester liés, même en ayant migré, pour garder des liens forts. Par exemple, je pense à la communauté Hmong en France. Je sais qu'ils dansent beaucoup entre eux. Il va y avoir la danse qui va avoir un rôle de, justement, comme tu dis, de galvaniser, de garder le lien avec la famille, etc. Et dans des contextes où les gens vont être sans arrêt mélangés, où les gens changent souvent, on va avoir plutôt tendance à créoliser, c'est-à-dire à recréer des grammaires grâce aux bribes d'identité, de tradition qu'on va chacun apporter. Parce que créer ensemble quelque chose, faire ensemble, ça va être une valeur. En fait, souvent, les populations qui inventent des nouvelles danses, entre guillemets, je sais beaucoup parler des gangs et tout, mais c'est des populations qui, comme je disais aussi tout à l'heure, n'ont pas forcément accès à la culture, aux lieux, aux institutions, à l'économie de loisirs. Donc, en fait, quelque part, ils recréent une valeur en créant du lien par la danse. Parce que si tu as ton groupe de danse, groupe de danse de break, ou si tu as ta communauté avec qui tu danses dans ton quartier et tout, le jour où tu as besoin de déménager et qu'on porte ton four, ça sera quelqu'un de ton groupe. Non mais c'est bête, mais ça crée une valeur en fait. C'est comme une mutuelle. Quand tu n'as rien, c'est quand même vachement bien. C'est tout bête. Là, j'ai parlé d'un four et d'une mutuelle, mais ça peut être un soutien moral, ça peut être de l'amour. Et tout ça, en fait, c'est des choses quand on n'a rien ou qu'on a
On ne peut pas le chercher à l'extérieur, on le crée autour de soi. Et donc la danse, elle a ce potentiel en fait de créer une nouvelle, du lien interpersonnel qui lui-même après peut servir à d'autres choses qu'à juste danser. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Ouais. Tu avais toute une liste, j'ai l'impression. Oui, mais je veux bien passer. N'hésitez pas. Ouais. Mais sinon, Vas-y, dans le micro, par contre. Dans le micro. Juste, je réponds une note. oui, dans l'interview, oui. Tu parles. T'as préparé, César. Ouais, carrément. Merci. De faire un peu de voix. Tu parles de quelque chose qui m'a interpellé. Et j'ai adoré ta manière de me faire changer, en fait, ma représentation. Et tu dis que, finalement, le hip-hop est une culture colonisatrice. Ah. Bon. Que, quelque part, les États-Unis se les répandent à travers le monde depuis la culture du hip-hop. Est-ce que j'ai bien compris juste... Alors, ouais, après, je pense qu'on peut rajouter aussi un élément quand même. Mais effectivement, c'est vrai que, pour resituer, finalement, j'ai parlé de danse traditionnelle africaine et de comment elles ont évolué sur certains territoires, mais j'ai pas parlé de danse traditionnelle française, régionale, suisse, etc. Et c'est vrai que les cultures traditionnelles régionales, je pense que c'est surtout depuis les 2 guerres mondiales, ont été ringardisées et aussi ont été mises dans un espèce de stéréotype, comme quoi c'est des velléités séparatistes ou nationalistes ou pro-ethniques blanches, etc. Et donc du coup, souvent, ça peut être perçu comme quelque chose de soit justement très négatif, extrême droite ou des choses comme ça, ou de hyper conservateur. Et donc, dans la société dans laquelle on vit, mondialisée, hyper progressiste, etc., c'est pas forcément vu comme quelque chose de situé du bon côté de la société, du bon côté des choses. C'est pas ça qu'il faut faire. Je rigole, hein, mais c'est, on va dire, c'est un peu l'esprit du temps. C'est pas d'aller vers ça. Et donc du coup, il y a ça. Voilà. Alors, et c'est marrant parce qu'il y a un double discours parce que quand ça vient d'Afrique ou d'Afrique du Nord, là, comme c'est pour lutter contre la colonisation, là c'est bien. Mais si c'est régional, etc., c'est différent, c'est blanc. Donc c'est important de se poser ces questions sur l'appropriation, la réappropriation culturelle, en fait, parce qu'il y a presque un complexe de vouloir, pour ceux qui sont d'origine, par exemple, je sais pas, basque ou bretonne en France, le fait d'accepter son héritage et de vouloir le transmettre ou le vivre, c'est pas vu de la même manière que si c'est de la part d'un immigré de l'empire colonial français, où là, c'est vu comme quelque chose qui va ouvrir la société, alors que le premier, ça va être vu comme quelque chose qui va renfermer la société. Je grossis un peu les choses, mais je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser, parce que quand on veut être tolérant et quand on veut ouvrir les choses et quand on veut respecter les identités des gens, il faut que ça aille dans tous les sens. On ne peut pas dire qu'il y a des identités qui sont supérieures à celles des autres. Qu'on ne peut pas dire que les identités des personnes opprimées sont plus respectables que les identités des personnes qui ont pu opprimer plus récemment, parce que tout le monde a déjà opprimé. Je ne parle pas de valeurs, hein, je parle de danse et de représentation. Les valeurs, évidemment, là, on peut juger les valeurs des gens, mais on parle de danse, là, donc on ne parle pas de valeurs. Après, pour partir sur le côté historique, donc les guerres mondiales, il y a eu énormément, on sait toujours que les gens qui sont envoyés sur les champs de bataille, c'est surtout les paysans, les pauvres, les gens qui viennent des régions, moins les intellectuels et la classe élitiste qui vit dans les grandes villes. Et donc, il y a eu énormément de pertes de population dans les régions, et donc aussi des gens qui faisaient des danses traditionnelles, etc., notamment les hommes des villages, etc. Donc il y a eu ça. Et puis après, évidemment, les États-Unis ont installé leur soft power à travers le cinéma hollywoodien, à travers la musique. Où est la musique française on a eu les yéyés, qui imitent la disco.
des États-Unis avec des paroles en français ou qui imitent des trucs. Enfin, donc, en fait, on nous a aussi fait complexer. Je pense qu'il y a une question à se poser sur l'identité, sur le fait que il y a eu en France, il y a la majorité des gens qui ont collaboré avec les nazis, etc. On nous a fait complexer sur notre identité blanche aussi. Et donc, les Américains qui étaient vus comme des sauveurs et comme les défenseurs de la liberté, leur culture, elle était aussi vue comme une culture qui allait renouveler, qui allait nous permettre de faire table rase un peu de notre passé, qui nous a amenés jusqu'à des guerres entre populations, etc. Et basées sur des choses racistes, en fait. Et donc, voilà. Donc, on a accepté ça parce qu'on avait ce complexe d'infériorité, et puis évidemment on l'a accepté parce qu'on n'a pas le choix quand 80% de la musique qu'on passe est de la musique américaine, on est baigné par ça, et quand on se marie, on met des musiques américaines à son mariage. Ça nous rappelle nos 18 ans quand on était heureux. Voilà, je grossis le truc un petit peu. Après, ce qui est intéressant avec le hip-hop, c'est que c'est une culture, finalement, et c'est pas qu'en France, c'est partout, c'est l'hégémonie américaine, le soft power américain. Mais sauf que, comme c'était le hip-hop, c'est surtout les Afro-Américains et des gens qui viennent du bas de l'échelle sociale, qu'ils soient Afro-Américains ou autres, qui pouvaient avoir des discours un peu antisociaux ou politiques différents, du coup, en fait, je pense que ça avait peut-être pas été prévu par le plan Marshall, etc. Et du coup, ça nous a ouvert aussi à une critique des États-Unis. Si on regarde bien, évidemment, si on écoute Snoop Doggy Dogg, non. Mais si on écoute, KRS-One, Public Enemy, Immortal Technique, Ice Cube, etc., là, tout de suite, on se dit, ah, attends, en fait, les États-Unis, nous, on les regarde comme si c'était les sauveurs de l'humanité, mais il y a des gens, même chez eux, qui sont oppressés et qui le disent et qui disent qu'il y a des problèmes. Et donc, quelque part, ça montre une certaine liberté aussi d'expression, et finalement, on peut critiquer aussi les États-Unis autant qu'on veut, mais il y a quand même une certaine liberté d'expression que nous, on n'a pas en France, en tout cas, qu'on a beaucoup perdu, surtout actuellement. Et quand on voit la diversité des différents artistes qui peuvent s'exprimer à travers le rap, ou même la diversité de ce qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, parce que justement, il y a cette espèce de contrebalance des pouvoirs avec le peuple qui a quand même la liberté d'expression. C'est quand même le premier amendement là-bas. Et ici, on est un peu dans une soumission intellectuelle. On va vouloir prendre des valeurs anglo-saxonnes, utiliser des terminologies, etc. Et on ne va pas forcément développer notre propre faculté critique parce qu'on est colonisé. Et comme dirait Goethe, on n'est jamais plus esclave que quand on se croit libre sans l'être. Et quand on est colonisé, souvent, c'est comme ça qu'on pense, parce qu'on a été éduqué là-dedans, et là, colonisé par exemple, ne serait-ce qu'Hollywood, en fait. On a vraiment ce truc, ces images, ces stéréotypes, pareil, de la femme qui va, enfin, je sais pas, voilà, sur plein de trucs, sur la famille idéale, sur Noël, tout va bien se passer à Noël, enfin, bon, bref. Ouais, je grossis un peu le truc. J'aime pas les films de Noël. Mais voilà, quoi. On se rend pas compte. Et avec le hip-hop, finalement, ça permet de dénoncer aussi toute hégémonie et tout réductionnisme de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Donc, quelque part, le truc, il a pas vraiment... il s'est un peu retourné. On verra. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ok, merci beaucoup. Et du coup, j'ai réussi à profiler la question assez claire avec tout ce que tu as mis dans un élan de transmission. Si on considère que les danses sur la culture hip-hop peuvent être des leviers d'éducation populaire pour la jeunesse, on est quand même dans un paradoxe, c'est-à-dire que la culture hip-hop peut prendre des traditions, la tradition de l'oralité notamment, dans la transmission. Mais on voit que de plus en plus actuellement, on documente. Mais on a besoin de documenter, tu l'as dit tout à l'heure, certains de nos aînés n'ont pas suffisamment calés de voix. Très bonne question à ce paradoxe, c'est-à-dire d'où on définit, parce qu'on a parlé aussi de la légitimité, qui définit, comment on le fait, voilà. Excellente question. Ouais. Peut-être la dernière question, puis après. Ouais, ok. Si ça va à tout le monde. C'est une très bonne question parce que finalement, si
l'oralité, c'est presque pas une tradition, c'est quelque chose de spontané en fait. Et quand on est dans une communauté qui est conservée, qui est bienveillante et où on a envie de transmettre aux jeunes et puis de se donner du feedback entre nous, les choses elles se font par elles-mêmes, elles se transmettent bien. Les valeurs elles se transmettent aussi, puisque on est bienveillant envers nous. Donc si tu fais quelque chose qui est bienveillant, je vais te le renvoyer, je vais te renvoyer la balle. Par contre, si tu romps ma confiance, eh ben, tu vas en subir les conséquences. Donc les choses, elles sont faites naturellement parce qu'on est proches, parce qu'on est ensemble, et parce qu'on a des conséquences à long terme, parce qu'on vit ensemble, on est communauté, et nos enfants se connaîtront plus tard. Enfin, tu vois. Donc c'est une tradition, mais c'est aussi une manière d'être qui peut être liée juste à un mode de vie ou à des circonstances de vie qu'on retrouve parfois dans des populations opprimées, tu vois, juste ou en marge de la société. La question de vouloir écrire les choses ou de nommer, quantifier et tout, c'est vrai que c'est une question très importante parce que à la fois, et ça a été un débat dans les débuts du hip-hop, il faut pas, nanana. Le problème, c'est que déjà quand on le fait, effectivement, quand on quantifie les choses, quand on nomme les choses, ça permet de les monétiser. Donc en général, c'est pour ça que ça se fait. Et d'ailleurs, pourquoi des fois on donne des noms aux mouvements, en tout cas les danseurs hip-hop, pourquoi ils donnaient des noms aux mouvements dans les débuts et tout, c'était pour pouvoir transmettre. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de vocabulaire et qu'on a envie de faire une chorégraphie, on va donner un nom, je sais pas, on va appeler le stop and go, un mouvement, parce que, allez, on fait le stop and go, 3-8, et puis après, et ça permet d'aller plus vite dans la transmission ou dans des choses, construire des chorégraphies, etc. Donc, ça permet d'être efficace, ça permet de créer un produit quelque part. Ça permet aussi, finalement, dans la société actuelle, ça va permettre de poser des choses qui vont pouvoir être mises dans des dossiers, qui vont pouvoir être apprises à des élèves. Donc ça donne l'impression qu'il y a un socle de compétences, qu'il y a des choses très concrètes, et parfois c'est légitime, parfois c'est juste... parfois c'est trop. Et parfois, par exemple, si c'est une question de noter des battles en mettant des grilles de lecture sur... alors, il y a la synchronisation, il y a l'originalité, il y a la performance. Donc là, voilà, tout de suite, on donne une légitimité à des profs qui vont savoir faire la différence entre les trucs. Alors que la danse, pour moi, c'est avant tout subjectif. Mais il y a une danse quantifiée qui, du coup, a besoin de cadres, a besoin d'experts. Et du coup, ça crée aussi des business. Et en fait, c'est un truc qui va avec l'économie de marché, qui va avec le fait que pour faire un business, il faut aussi nommer, il faut aussi quantifier. Après, est-ce que c'est le business qui prend le dessus voilà. Du coup, est-ce qu'il faut ne pas le faire? Alors, moi, personnellement, ça fait longtemps que j'écris sur la danse hip-hop parce que justement, quand j'ai lancé dans les années 90-2000, il y avait des journalistes qui écrivaient des trucs sur le hip-hop, et je suis désolée, mes amis journalistes, il y en a plein qui écrivaient vraiment n'importe quoi. Je sais pas, le Spinhead, qui disait des mauvais noms et qui faisait semblant de connaître des noms, ou bien qui parlait vraiment d'un côté sociologique en disant le danseur a fait ça, il vient d'un quartier, c'est formidable. Enfin, bon, tu vois un peu le genre de truc réductionniste. Donc moi j'ai un peu pris les choses en main entre guillemets. J'ai proposé à Graphite, qui était un magazine hip-hop à l'époque, de documenter la danse. Donc j'ai fait pas mal de reportages et d'interviews, et donc ça donnait une autre parole. Et même si c'était un truc vraiment pour le milieu, ce qui n'était pas forcément plus mal. Hein. Et aujourd'hui encore, j'écris des textes. Par exemple, le CND, le Centre national de la danse à Paris, parfois propose des sujets, et à chaque fois, quand ça me concerne, j'essaie d'écrire, parce que je pense que même si dans le livre, il y aura beaucoup de choses avec lesquelles je ne vais pas être d'accord, c'est pas grave, il y a au moins mon article, et puis moi, j'essaie de donner des pistes à certaines personnes. C'est important que la parole soit présente quelque part. Parce que finalement, si tu dis, OK, ça peut être que l'oralité, etc., eh ben, tu laisses la place à ceux qui ont envie de parler, ceux qui peuvent parler, ceux qui ont les moyens de parler, ceux qui ont envie de parler parce que ça va servir leur business, etc. Et du coup, eh ben, tu perds la maîtrise du discours. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine prise de parole, une certaine... en tout cas, donner des ressources à ceux qui les cherchent, et aussi donner dire aussi la vérité. En fait, quand les gens se trompent, leur dire non, mais c'est pas une battle, c'est un battle, par exemple. Et alors, ça c'est pas très grave, mais
de redonner un peu des éléments. Et c'est bien que des gens extérieurs aussi parlent, mais c'est bien aussi qu'on les corrige et qu'on leur donne plus d'informations et de pas laisser le discours être de l'extérieur. Et je suis en train de lire un livre de Jacques Ellul, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est sur l'histoire de la propagande. C'est super intéressant parce qu'à un moment, il parle de la nécessité de la propagande. Parce que si toi-même, tu n'as pas tes propres entre guillemets, institutions, valeurs, etc., eh ben, c'est les personnes qui sont extérieures et qui veulent te nuire, qui vont, enfin, entre guillemets, hein, là, on parle de propagande entre pays, qui vont installer leur propre propagande pour t'affaiblir. Donc, c'est important d'avoir une parole, etc. Ça peut passer, c'est pas forcément obligé de passer par les mêmes médias qu'utilisent des sociologues ou des analystes hyper précis, etc. Ça peut être des artistes, ça peut être des podcasts, comme on est en train de faire. Moi, je trouve que ça, c'est une super forme. Ça peut être des dialogues avec des gens qui viennent de milieux universitaires. Ça peut être pour qu'il y ait aussi cette chose, en fait. C'est très important de créer des passerelles. Parce que si on parle qu'entre nous, entre personnes underground, avec notre vocabulaire à nous et tout, et qu'on met à l'écart tous les universitaires, parce qu'ils sont universitaires, et qu'eux, ils parlent entre eux, parce que nous, on ne veut pas leur parler, bah, dans ce cas-là, il y a deux discours différents, et puis lequel est légitime, et puis on va dire, ah, bah, si tu veux mon diplôme de hip-hop, il faut écouter plutôt les universitaires, en tout cas, il faut que tu cites des universitaires. Donc du coup, si les universitaires, on ne leur a pas parlé, et ben, voilà. Donc le dialogue, et réfléchir à toujours dire la vérité, au final, dire la vérité, sans forcément ne pas dire des choses pour blesser, mais dire des choses pour ouvrir le débat, pour créer des passerelles, pour préciser les choses, dans la bienveillance. Les gens, on s'est tous trompés, en fait. On peut tous avoir une vision réductrice des choses et avoir rencontré des gens qui nous l'ont ouverte après. Et donc, c'est important d'essayer d'aller vers les gens dans cet état d'esprit-là. Et puis, s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Et puis, le jour où ils sont prêts à évoluer aussi dans leur vision et tout, bah, ça va peut-être venir un jour où on ne sera pas là. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut faire, mais il ne faut pas abandonner le débat, mais c'est toujours savoir l'intention dans laquelle on le fait. Tu l'as dit toi-même, si tu le fais pour gagner de l'argent et tout, bah, l'argent va prendre le dessus à un moment. Si tu le fais pour avoir une légitimité parce que tu penses que tu n'en as pas, bah, au bout d'un moment, tu vas penser qu'en termes de légitimité et ton projet, il va être faible. Donc si vraiment tu le fais pour des intentions bienveillantes, normalement, ça va revenir vers toi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je te souhaite bonne chance, je vous souhaite tous bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup pour votre écoute et vos questions. Et merci Seb pour cette initiative.